Ah, ça fait plaisir ce genre d'épisode où on se pose un petit peu. Où bon, il y a des choses qui se passent, hein, l'histoire évolue, mais pas de façon ultra brutale. C'était un peu le cas avec le premier épisode. Là, ils repartent entre guillemets en douceur. Ça fait un peu plaisir après cet enchaînement de violence, de mort, de rebondissements qu'on avait dans la fin de la saison 1 qui était vraiment pas mal, hein, très sympathique. Mais c'est cool d'alterner un petit peu, de pas faire que ça, parce qu'à un moment donné, ça finirait par s'user et épuiser le spectateur à ce niveau-là. On poursuit tout ce qui s'est passé en s'attardant sur énormément de points à nouveau. C'est très difficile de faire un résumé détaillé en gardant en tête tout ce qui est montré. Donc on va faire, je pense que je vais essayer d'avoir la même structure à partir de maintenant, enfin jusqu'à ce que ça change un petit peu le statu quo de la chose, pour présenter les choses, c'est-à-dire d'abord je présente ce qui se passe autour de Daenerys et de Jon Snow, puisque c'est clairement de la sous-intrigue à côté qui n'influe pas sur l'histoire centrale qu'on raconte pour le moment. Donc c'est plus pratique comme ça. Et après j'enchaîne avec le conflit pour le trône de fer, les Stark, les Lannister, les Baratheon, etc. Bien, on commence donc par Daenerys qui poursuit un petit peu sa traversée du désert, hein, c'est pas encore rendu, et on a une scène assez rapide autour d'elle, c'est histoire de montrer qu'elle en chie tout de suite, elle et son peuple, ils ont pas trop de quoi se défendre, ils sont coincés dans le désert, et il y a possiblement un chef barbare à chaque voie de sortie possible pour les accueillir. D'ailleurs oui, je repose la question, comment ça se fait qu'ils s'en sont pas pris à eux tout de suite ? Est-ce que, je sais pas, pendant qu'elle était inconsciente, Daenerys, il y a tout un groupe qui s'est enfui sous la barbe, sous le nez, la barbe des autres barbares, je ne sais pas. C'est un petit peu bizarre quand j'y pense, mais ouais, ils veulent vraiment pas qu'il sorte, puisqu'il y a un éclaireur qui revient de là où il était parti dans l'épisode précédent, et c'est juste son cheval qui revient, et sa tête dans le sac. C'est désacraliser son corps parce que c'est important pour ce peuple-là de brûler son corps pour que son âme repose au ciel, etc. Et donc ouais, c'est une sacrée insulte. Et ouais, ça montre un petit peu la vie à la dure, le fait qu'ils en chient, quoi. C'est assez important. Sachant que l'éclaireur en question, c'est un soldat qu'on avait vu depuis l'épisode 3, il me semble. Dans l'épisode 3, il était un petit peu mis en avant. On le voyait à plusieurs reprises. Donc il y a cette tendance qui se poursuit à tuer un personnage d'importance tous les épisodes. Hein. C'était le cas aussi dans l'épisode précédent. On fait vraiment ça à chaque épisode. Je pense que ça va être quelque chose quand il y aura un épisode où il n'y a pas quelqu'un qu'on connaît qui meurt. Hein. Parce que pour l'instant, ça s'enchaîne depuis l'épisode 5 de la saison 1. Donc, voilà, c'est bien pour appuyer la situation dans laquelle se trouve Daenerys. Et c'est plutôt efficace le peu de temps que ça montre. Après, du côté de Jon Snow, ça va être un peu plus poussé puisqu'on va se pencher davantage sur la situation, là où il se trouve, parce qu'ils se sont arrêtés sur les terres de je sais plus comment il s'appelle ce con qui épouse ses filles et qui fait des enfants avec. Ouais, il lançait un petit mystère autour de ça. Moi personnellement, je pensais juste qu'il les butait parce qu'il ne voulait pas ses enfants, mais bon, ils vont un peu plus loin que ça sur le fait que les fils du mec, ben il n'en a pas quoi, il s'en débarrasse et on ne sait pas de quelle façon il s'en débarrasse exactement. Il va y avoir une intrigue qui sera lancée autour de ça, avec Sam qui se rapprochera rapidement d'une des filles, mais genre rapidement, qui s'appelle au passage. Alors, Gully, hein, en VO on dit bien Gully, mais les sous-titres de la VO disent Vert. Elle s'appelle Vert. Donc Gully Vert. Alors, je pense que en VF, ils disent Gully comme dans la VO, mais est-ce qu'ils disent vert aussi dans le roman? Ou est-ce que c'est un personnage totalement inventé qui n'existe pas dans le roman? Je sais pas trop. Ça m'a fait un petit peu marrer cette référence facile, histoire de dire... Enfin bref, elle veut se barrer avec eux, pas rester auprès de son père, parce qu'elle a peur que son enfant, dont elle est enceinte, soit un fils, un garçon, et il arrive des choses horribles au garçon, elle n'ose pas dire exactement quoi, et c'est là qu'on verra Jon Snow surprendre le mec en question, qui amènera un de ses enfants nouveau-nés, garçon, comme par hasard. Il fallait que ça tombe à ce moment précis, quoi. Il fallait qu'il y ait un garçon qui naisse au moment où il se pose ici pendant un petit moment. Et d'ailleurs, il se pose là pendant combien de temps exactement? Ils ont besoin de faire une halte de combien de temps ici? Je sais pas trop. C'est leur nouveau...
leur nouveau coin pour se poser à chaque fois qu'ils reviennent de mission ou quoi que ce soit. Je sais pas, c'est pas particulièrement précisé, mais voilà, c'est juste pour dire que il reste là un petit moment quand même. Et ouais, donc il surprend le mec amener un garçon, un bébé garçon dans la forêt, et ce bébé garçon, il est ramassé par quelqu'un. Ce quelqu'un, on sait pas trop ce que c'est, j'imagine que c'est un marcheur blanc, ça me paraîtrait le plus logique. Mais Jon Snow se fait surprendre par le vieux qui l'assomme, et cliffhanger, c'est ça le cliffhanger de fin. Et c'est plutôt prenant, hein. Et je trouve que vous poursuivez très bien les sous-intrigues de ces deux personnages-là, Daenerys et Jon Snow. Si on les prend vraiment à part du reste, parce que vraiment c'est totalement détaché du reste, pour le moment, à nouveau, hein, par la suite, je suis sûr que ça jouera un rôle. Toute l'intrigue autour de Jon Snow, c'est clair et net que les marcheurs blancs vont finir par venir, par avoir une importance et que ça attirera l'attention de nos Lannister Stark qui resteront dans le conflit, etc. Enfin bon. C'était très bon ça, c'était très bon. En tous les cas, maintenant, on va se pencher sur l'intrigue principale, où on va suivre différents cas, comme d'habitude. On va commencer par Arya, alias Harry, qui se fait toujours passer pour un garçon en suivant tout ce groupe-là qui se dirige vers le mur pour la garde de nuit. Et ouais, on voit qu'elle a un peu noué un lien avec l'armurier, hein, le bâtard du roi Baratheon, qui s'appelle, si je me souviens bien, Gendry. Voilà, un nouveau nom à retenir. Qui est, je rappelle, recherché par les soldats, comment ils s'appellent aussi, histoire de pas bêtement dire les soldats du roi, les manteaux d'or sont les soldats de confiance du roi, qui, se rendent là pour prévenir qu'ils sont à la recherche de quelqu'un, et il y a le chargé de du convoi qui leur dit non, vous les prenez pas, ils sont pour la garde de lui. Il est vachement badass le gars, hein, parce que il menace le soldat de lui couper les couilles s'il décide de faire des difficultés, et il est obligé de se barrer. C'est ce moment super badass de sa part, j'ai bien apprécié ça. Et ouais, on voit Arya et Gendry qui commencent un petit peu à s'avouer un petit peu leur vie, pas complètement. Même si Arya dit à peu près tout ce qu'il y a à dire sur elle, parce que Gendry a un petit peu compris que c'était une fille, c'est le seul. Et ouais, Gendry raconte pas encore de façon claire qui est son père, sachant que de toute façon, je pense qu'il n'est pas au courant de qui est son père. Donc voilà, c'est histoire de bien mettre en place le lien qu'ils ont créé, et je suis sûr qu'il y a quelque chose de très intéressant qui pourra se faire. Sachant qu'il y a un petit truc aussi qui est mis en place, c'est pas impossible, ça me surprendrait beaucoup que ce soit pas repris par la suite. On voit 3 prisonniers du convoi, hein, 3 mecs dans une cage, qui essayent de faire la conversation à Harry. Arya. Et donc il y en a 2 qui sont des rustres, mais il y en a un autre qui est beaucoup plus sophistiqué, qui a tendance à parler des gens à la 3e personne. L'homme, le garçon, pense que. Donc il y a un cas particulier, je sais pas exactement d'où il vient ce type-là. Et il y a une espèce de début de conversation entre eux, et je pense que ça jouera un rôle par la suite. Je pense que ce personnage-là, il est parti pour avoir une importance par la suite, hein. Ça a l'air bien parti pour. En tous les cas, oui, c'était déjà un bon passage, ça poursuit bien ce qui a été mis en place avec Arya dans les épisodes précédents. On sent qu'elle s'est endurcie par rapport à ça et qu'elle se fait un petit peu à sa situation du moment. Ouais, je suis impatient de voir comment elle va un peu ressurgir de ça, parce que à nouveau j'aime bien le personnage d'Arya. Du côté de Port-Réal, on va suivre davantage, en grande partie, Tyrion, que j'aime toujours autant, hein. Enfin, je trouve qu'il gère très bien son rôle, dans le sens où il a pleinement conscience des manigances du coin, du jeu de pouvoir, etc. Et il essaye de jouer dans cette cour-là, une fois de plus, en regardant son sens moral. Il montre un sens moral que j'ai beaucoup apprécié, ne serait-ce qu'au début quand il voit que Varys essaye de l'approcher, en la jouant un petit peu menaçant, quoi. Je sais des choses sur vous, et soyons amis si vous voulez pas que je dévoile ça, ce genre de choses, mais de façon de façon un peu subtile, ce que j'ai bien apprécié. Et puis après, il y a certaines choses qui se passent. D'une part, il y a un petit conseil rapide où ils ont un peu vent de ce qui se passe du côté du mur, et où tout le monde se fout royalement de ce que raconte le commandant Mormont. C'est-à-dire quoi, il a besoin de plus d'hommes parce qu'il y a ce roi d'outre-mur, comme il l'appelle,
qui peut poser problème, et il y a les morts qui se relèvent. Personne veut croire ce qu'il dit. Ouais, c'est bon, ils exagèrent tout, et ils s'en sortiront très bien, ils n'ont pas besoin de plus de soldats, on est pour la guerre et tout et tout. Alors que Tyrion est le seul qui soit un peu inquiet par ça, parce que lui, c'est le seul à avoir pris la peine de se renseigner un peu sur ce qui se passait dans ce mur. C'est, comme je l'ai dit, quelque chose que j'apprécie énormément chez ce personnage. Il essaye de faire gaffe à tous les tenants et aboutissants du coin. J'ai beaucoup apprécié ça une fois de plus. Et ouais, on voit vraiment faire gaffe, être attentionné pour à peu près tout, notamment par rapport au fait que les manteaux d'or se sont chargés récemment de massacrer des gens, dont des bébés qui sont totalement innocents. Et alors, il essaye de ne pas le faire passer comme si ça l'affectait beaucoup, mais on sent que ça que ça le fout un peu en rôle. Il part donc au commandant, au capitaine de cette garde-là, qui se charge aussi des manteaux d'or, en lui disant ce qu'il a fait, et en partant du principe que ouais, s'il a su poignarder Eddard Stark dans le dos, l'ancienne main du roi, il y a des chances qu'il puisse le faire pour lui. Donc il se dit, vous savez quoi, ma qualité de main du roi, je vous relève de vos fonctions, partez pour la garde de nuit, j'ai un nouveau commandant. Hein, j'ai un nouveau commandant. On sent que c'est, d'une part, parce qu'il a peur pour lui, peur de ce que ça pourrait lui apporter à niveau personnel d'avoir ce type capitaine de garde, mais aussi parce que il le débecte un peu, ce type, par rapport à ce qu'il a fait aux enfants et par rapport à la façon qu'il a lâchement trahi Stark. D'ailleurs, oui, on sent qu'il y a quelque chose de très intéressant et de très bon dans le fait que il a un honneur un peu particulier qui correspond un peu à celui qu'avait Eddard avant, mais en étant beaucoup plus filou, en comprenant les jeux de pouvoir et en sachant jouer dans cette cour une fois de plus. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, et c'est ce qui me fait un peu regretter qu'il n'y ait pas eu, vous savez, une scène entre ces deux-là. Eddard et Tyrion ne se rencontrent jamais, ils n'ont jamais une seule conversation, et je trouve que ça aurait été vachement intéressant d'avoir un petit moment de conversation entre eux pour voir à quel niveau ils se rejoignent. On sent que c'est quelqu'un qui respecte beaucoup les gens d'honneur en fait. Et ouais, je pense que ça aurait été vraiment intéressant d'avoir une conversation entre ces deux-là. Ouais, donc dommage qu'on n'ait pas ça, c'est histoire de dire. Mais c'est un bon moment, sachant qu'il y a un autre moment que j'ai trouvé super beau, juste après qu'il a fait virer le commandant pour le remplacer par Bronn. Ah, donc c'est maintenant son soldat le plus dévoué, ce type-là apparemment, hein, c'est son ami fidèle, son proche le plus dévoué, où il lui demande est-ce que si je te demandais de tuer un nourrisson qui tète le sein de sa mère, est-ce que tu le ferais sans poser de questions? Et il dit, le mec en étant très réaliste et assez cruel, sans poser de questions, non, je demanderais combien? Et il y a un petit moment de 2 secondes où il se dit, où il a conscience de cette atmosphère super vache dans laquelle il se trouve et où ça l'affecte beaucoup. J'ai trouvé ce petit moment, ce petit passage super rapide, très fort, qui s'appuie très bien le personnage. Une fois de plus, hein, ça cimente bien en quoi c'est mon personnage préféré de la série, et vraiment là, il est très bien appuyé dans cet épisode. D'autant plus qu'il y a une scène après, entre lui et sa sœur Cersei, où il la met devant le fait accompli. Oui, parce que j'y ai pas trop pensé, mais moi je pensais bêtement que les manteaux d'or, ça allait obéir clairement seulement au roi, mais il pouvait aussi obéir à la reine régente, et ouais, c'est un petit peu sur quoi ils sont partis. Mais en fait, lorsque Tyrion accuse sa sœur, elle laisse entendre que c'est bien son fils qui a donné l'ordre. Donc ouais, ça a essayé d'être un petit peu vague par rapport à ça, mais en dépit du fait que ça lui a pas fait plaisir, elle se dit ok, c'est plutôt une bonne chose d'enlever ces épines de notre pied avant que ça puisse nous revenir à la gueule. En dépit du fait que ça lui fasse pas plaisir à elle. Alors que Geoffrey, bon, on le montre pas dans cet épisode, il apparaît pas. Lui, on sent que ça lui a pas fait grand chose hein, de tuer des enfants. Mais aussi ça montre que l'opinion publique, suite à ça, a un petit peu changé, hein. C'est assez dégradé envers les Lannister hein, qui les gouvernent, ce qui est assez compréhensible. C'est bien d'adresser ça, hein. C'est pas dire ouais il tue des gens, c'est pas grave, le peuple on s'en fout, non non non. L'opinion du peuple, ça joue, et quand l'hiver viendra, il y a des chances que le peuple veuille pas rester sous le joug de ces rois-là.
Donc, c'est très sympa de montrer ça. Il y a, une fois de plus, des conversations très intéressantes. La conversation entre Cersei et Tyrion est assez forte, dans le sens où il essaye de prendre vaguement à la rigolade, à la moquerie, ce qu'elle veut faire en ayant un peu de mépris pour ses méthodes, et elle qui le renvoie à son statut, non seulement de nain, mais aussi c'est à sa naissance que sa mère est morte. Il a tué sa mère en venant au monde. Enfin, c'est comme ça qu'elle le dit. Hein, et ouais, on voit que ça le touche aussi. Il y a ce genre de choses, énormément de scènes que j'ai adoré autour de Tyrion dans cet épisode. C'était les moments forts, ça c'était sûr. D'ailleurs, en parlant d'opinion publique suite au massacre d'enfants par les manteaux d'or, et ben on a une scène qui poursuit ça dans le bordel de Baelish, parce que faut toujours qu'on monte des filles à poil, ah oui. Vraiment, l'épisode où on montrera pas quelqu'un à poil, ce sera un jour de célébration dans mes vidéos, hein. Ce sera souligné. Si ça arrive, si ça arrive. En tous les cas, ouais, on montre qu'une est prostituée. J'imagine que c'est une fois de plus la fille qu'on avait vue avant à plusieurs reprises, et toujours tourneboulée parce qu'elle a vu un bébé se faire tuer sous ses yeux de façon ultra violente et très barbare. Et elle n'arrive pas à satisfaire un client, et Baelish commence avec un petit discours pour la réconforter, en partant assez vite sur le fait que, ouais, je n'aime pas les investissements qui me rapportent pas. Donc, si il y a une fille qui était comme ça, elle m'a pas rapporté, et au bout d'un moment, bah, j'ai dû la vendre, on lui a fait des choses que t'oserais pas imaginer, t'aimerais pas t'imaginer. Luke, j'espère que tu vas vite t'en remettre, hein. De façon vachement vicelarde, et très bon moment qui appuie la mentalité du personnage et le côté très dur du monde dans lequel on vit, de ce bordel-là aussi, parce que ouais, apparemment vous voulez vraiment vous centrer sur ce bordel à plusieurs moments. Bon ouais, on va se centrer un peu sur ce qui se passe, et c'est bien de montrer que c'est pas juste pour le cul, il y a aussi quelque chose qu'on doit se forcer à faire, et pas seulement à avoir un orgasme, quoi. Donc c'était très intéressant cette scène-là, ce suivi de ce qui s'est passé dans l'épisode précédent. J'apprécie beaucoup que vous ayez bien rebondi là-dessus. Bon, maintenant il nous reste à voir deux autres petites choses. D'une part, du côté de Theon, du côté de Robb, etc., il y a Theon qui avait donc proposé de rallier la flotte de son père. Et pour ça, il décide de se rendre lui-même chez les Greyjoy. C'est le nom de leur famille. On a tellement redit le nom de cette famille que maintenant je m'en souviens. Je me souviens que c'est Theon Greyjoy et la famille Greyjoy qui a affronté les Stark avant. Et donc il décide de se rendre par la mer dans leur domaine. Et ouais, ça va pas bien se passer. Ouais, il va pas être bien accueilli par son père. Son père lui dira, ouais, tu t'es plié à la volonté des Stark alors que ce sont nos ennemis, et il est pas du tout bien reçu. Et au bout d'un moment, lorsqu'il lui présente la demande de Robb de s'allier à eux, et pour ça ils auront des terres et un titre de roi de ces terres-là, et ben non, il dit non, on prendra ces terres par la force, on montrera notre valeur nous-mêmes. Et ce sera pas toi qui dirigeras nos armées, ce sera ta sœur. Oui, parce qu'il y a un passage un peu creepy où il est accueilli par sa sœur sans la reconnaître, parce qu'il a été enlevé loin de sa famille pendant un petit moment, et donc il la drague, il la pelote même à un moment donné, lorsqu'elle l'amène chez son père, et où il finit par se rendre compte, ah mais c'est toi Yara, ma sœur, et ah oui... Il se fait pas trop dans l'idée. Je viens de draguer ma sœur, là, que je n'avais pas reconnue. C'est histoire d'appuyer le fait que il est plus trop en famille, quoi. Il est plus trop reconnu par cette famille. Et il y a un lien qui s'est complètement perdu. Alors qu'il les connaissait peut-être quand il était enfant, mais maintenant il est plus du tout accepté. C'est très intéressant. Par contre, juste un truc, si vous teniez à faire vous-même votre propre armée, partir à l'assaut pour faire votre pouvoir, etc., pourquoi vous avez attendu Theon pour faire ça? Vous étiez déjà en préparation, et comme par hasard, c'est arrivé au moment où Theon voulait vous proposer cette coalition, je ne sais pas, un petit peu... voilà, un petit peu forcé, ce côté coïncidence, comme quoi on veut partir à la guerre mais sans vous, mais sinon c'était quand même bien foutu, ça appuyait bien la chose.
Et dernier point à voir, c'est du côté de Stannis, où il envoie un de ses commandants recruter un type et une bande de pirates. On monte ce type, donc j'imagine que ça va avoir une importance dans le combat qui va suivre. Ça, c'est un peu les inquiétudes que ça me donne dans cette histoire, dans cette épopée, c'est que on met en place des combats, des conflits de grande envergure avec des armées de grande taille, etc. Et dans une série qui doit produire un certain nombre d'épisodes tous les ans. Certes, seulement une dizaine, mais quand même hein, c'est pas comme si on avait plusieurs années pour préparer quelque chose qui dure sur 1 heure et demie, 2 heures, quoi. C'est quand même plus restrictif que ça, plus restreint que ça. Et je suis sûr qu'en termes de budget aussi, pour une série qui a peu de temps pour faire ça, j'ai vraiment peur qu'il y ait vraiment peu de conflits de grande envergure qui soient aussi... qui soit grandement palpitant à la Seigneur des Anneaux, entre guillemets. Et en mettant ça en place, ça me fait un peu craindre d'être déçu quoi, dans les futurs combats qui viendront. Mais si ça se trouve, vous arriverez à bien mettre ça en scène. C'est comme par exemple, j'en ai parlé dans le combat, dans le combat où Tyrion s'est fait assommer au départ. C'était cool de montrer ça rapidement, mais n'empêche que si ça se passe comme ça, de cette façon-là, la plupart du temps, les grands conflits que vous mettez en place, ça risque d'être un peu frustrant à la longue. Voilà. Les petites inquiétudes que j'ai, c'est pas gravissime, nous sommes d'accord. Enfin bon, quoi, il rallie un pirate à sa cause, il y a tout un discours, je sais pas trop ce que ça apporte, où il dit, ouais, si on gagne, je veux pouvoir baiser la reine, c'est ce qu'il dit le pirate, et il dit, ouais, je peux pas trop te promettre ça, je suis pas sûr, mais t'auras quand même les richesses et la gloire, hein. Bon, ok, très bien. Il fallait ça pour remplir l'épisode, c'était un petit détail. Et donc, en revenant auprès de Stannis pour lui faire part de la progression des choses, on voit Stannis qui finit par se retrouver seul avec l'espèce de gourou, la femme qui les a convertis à cette nouvelle religion, ce nouveau dieu qu'elle vante. Et honnêtement, la façon dont c'est mis en scène, la façon dont elle semble vraiment avoir certains pouvoirs, on la voit à un moment donné, conjurer quelque chose, il y a une espèce de vent qui souffle sur elle, alors qu'ils sont en intérieur, donc ne devrait pas y voir ça. On sent qu'il y a un truc un peu magique, mystique autour d'elle. Et, alors là, c'est une première supposition qui me vient. Est-ce que, par hasard, ce serait pas une femme liée aux marcheurs blancs? Elle serait pas dans le groupe des marcheurs blancs et elle essaierait pas de se mettre un petit peu Stannis et son royaume dans la poche pour pouvoir mieux prendre le royaume une fois que les marcheurs blancs passeront à l'action? Est-ce que ce serait pas ça, en fait? Honnêtement, elle est tellement mystique, elle dégage quelque chose d'assez vicié dans sa façon de faire, que j'ai vraiment le sentiment que c'est ça. Mais si ça se trouve, ce sera quelque chose de très différent. Mais on sent qu'il y a quelque chose de vicié chez elle, de sournois. Cette femme qui essaye de manipuler un petit peu Stannis et le peuple avec sa nouvelle religion, qui est très intéressant. Je serais très intéressé de voir comment ça progressera, ça. Sachant que sa dernière manipulation, c'est d'amener Stannis à lui faire un enfant parce que sa femme est malade et ne l'attire plus du tout. Et donc, vous voulez un fils, je vous assure que vous aurez un fils avec moi. Et donc ça se termine avec lui qui la prend sur la table de guerre. Voilà, on aura un fils. Et les femmes à poil sont nombreuses dans cet épisode. Hein. On a les femmes à poil dans le bordel. On a Theon qui couche avec une femme sur le bateau en arrivant chez lui. Et puis on a cette scène de fin où Stannis prend cette femme. Donc ouais, femme à poil à fond. Hein. Donc, c'était un bon épisode qui poursuit très bien le précédent, à peu près du même niveau. Les conflits se mettent en place et c'est très prenant. On a du développement de personnages très intéressant, surtout autour de Tyrion. Épisode excellent. Voilà, à bientôt pour l'épisode 3. Bye.